C'est parti. Donc, introduction à la permaculture. Donc, la permaculture, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un ensemble de principes absolument universels et de modes d'action simples qui permettent à chacun de concevoir et de construire localement et globalement un environnement harmonieux qui est économe en énergie et qui est respectueux de tous les êtres vivants. Donc, vous pourriez me dire, en gros, c'est une définition de l'écologie. Voilà, et je vous dirai exactement. Ça va plus loin parce que c'est finalement un art de vivre. Et avec cette présentation, vous verrez qu'il est à portée de tous. On va inventer un mot là, le mot aggrader. On va aggrader notre environnement. Ça vient en opposition au mot dégrader. Il y a quand même beaucoup d'actions humaines qui dégradent l'environnement. Donc nous, ce qu'on veut, c'est aggrader, améliorer l'environnement par tout un tas de principes, de modes d'action et le transmettre aux générations futures. Voilà. Donc ça, c'est une définition simple. Alors, on dit qu'il y a au centre une éthique et une fleur de la permaculture avec des principes de conception. Souvent, quand on a entendu parler de permaculture, on pense que c'est des soins à la nature et à la terre. Donc, on connaît le pétale vert, en fait. On connaît moins, en fait, le fait que ça peut s'appliquer à l'habitat, mais aussi aux outils et technologies qu'on emploie, à l'enseignement et à la culture, à la santé et au bien-être, à la finance et l'économie, la manière dont on place notre épargne, et puis le foncier et la gouvernance du foyer. Voilà. Alors, je vois qu'il y en a qui ne sont pas en mute. On a des petits bruits. Ça vous gêne pas trop? Vous m'entendez bien? Ok. Bon, ça a pas de problème pour l'instant, on t'entend bien. Ok, merci Delphine. Voilà. Alors, page suivante. Moi, je t'entends bien, mais c'est haché de temps en temps, mais c'est peut-être ma connexion. Oui, c'est probable. Ouais. Alors, les fleurs, la fleur et les principes éthiques. Alors, au centre, il y a 3 principes éthiques. D'abord, il y a prendre soin de la terre. Prendre soin de la terre, qu'est-ce que c'est? C'est s'occuper du vivant. Donc, valoriser la vie du sol, la vie de la faune et la biodiversité. Ensuite, prendre soin des gens, prendre soin de l'humain. Ça, c'est absolument primordial. C'est tout un tas de sujets que vous connaissez bien dans l'équipe Wellness, le bien-être réciproque, les attentions réciproques. Et ensuite, partager équitablement, notamment les surplus. On vise à créer l'abondance en permaculture. Et ça, c'est une notion vraiment fondamentale, qui est cette notion de générosité au cœur de la permaculture. Donc, tout autour, vous avez les pétales qui sont ici reproduits avec leur code couleur. Et les principes simplifiés sont là en quelques mots. Par exemple, réagir de manière créative. Là, il y a un petit papillon. Donc, ça peut symboliser, par exemple, les ravageurs qui arrivent dans nos cultures, mais ça peut être aussi les araignées dans la maison. On dit qu'une maison saine a plein d'araignées, n'est-ce pas Frédéric? On dit que certaines maisons sont envahies de fourmis, etc. Bon. Donc, réagir de manière créative par rapport au vivant, qui parfois vient un peu nous submerger. Et on le voit en ce temps de confinement, le vivant arrive en ville. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas non plus le brider ni l'exterminer. Alors, voilà, réagir de manière créative à chaque fois pour guider le vivant vers sa bonne place. Observer et interagir. Alors ça, c'est des principes fondamentaux qui viennent titiller un peu ce monde de la société de l'immédiateté d'aujourd'hui, d'observer. Alors, qu'est-ce que c'est observer? C'est dire quand vous arrivez, par exemple, dans un lieu, dans un terrain, que ce soit un tout petit balcon, le jardin de votre grand-mère en province ou un petit jardin de banlieue, c'est l'observer un an, au moins 4 saisons, et voir quelles sont les plantes endémiques, où est le soleil en hiver, où sont les taches de lumière en été, où est-ce que la neige va mettre le plus longtemps à fondre, etc. Vraiment voir comment se comporte le terrain au plan climatique, mais aussi sur le plan des plantes endémiques, de la faune locale, etc. Après, on va essayer de stocker l'énergie. Stocker l'énergie, c'est par exemple l'énergie solaire, mais ça peut être aussi la récupération de l'eau de pluie, le bois qui se crée sur votre terrain, le paillage, tout ce qui peut être réutilisé sur le terrain, les feuilles mortes, etc. Pour stocker du carbone, par exemple.
Ensuite, lancer une production. Ça, c'est la partie attractive. C'est assez satisfaisant d'avoir même sur un balcon quelques tomates cerises, de la ciboulette, des radis. Et puis, c'est à plus grande échelle aussi, c'est un vrai challenge et on apprend beaucoup. On fait des erreurs et on apprend. Appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction. Donc ça, c'est un principe également de patience pour dire, par exemple, quand on a un souci dans son lieu, ça peut être son compost d'appartement, hein, ça peut être son jardin, une mare, eh bien, comment est-ce que ça va s'autoréguler? Souvent, avec un peu de patience, on voit que il y a des forces qui vont se contrecarrer les unes les autres et finalement équilibrer le milieu. Il faut attendre un petit peu. Par exemple, si on a envahi de limaces, au bout de 2-3 ans, ça va se calmer avec quelques hérissons. Si on est envahi de pucerons, eh bien, on va chercher des larves de coccinelle. Et il y a plusieurs techniques comme ça. On va essayer de multiplier les occurrences pour régler un souci de surabondance de quelque chose. Ça peut être trop d'azote ou trop de carbone, etc. Ensuite, le petit cheval, là, le symbole en bas, c'est favoriser les ressources renouvelables. Donc là, le cheval, typiquement, ce qu'il nous apporte, c'est sa force de travail pour labourer, par exemple, mais aussi son fumier, qui va être un très bon engrais. On peut penser aux poules aussi, qui vont apporter leur déjection, le fait qu'elles grattent, qu'elles nettoient le sol des envahisseurs rampants, mais aussi leurs plumes, pourquoi pas, le fumier, etc. Donc, on va favoriser tout ce qui est renouvelable sur notre lieu. Ensuite, on va essayer de créer zéro déchet, pas de déchets, dire que tout est finalement ressource. Moi, ça fait plusieurs années que j'essaye de ne créer aucun déchet dans le foyer, et je pourrais très bien l'avoir fait en appartement les années précédentes. Et également sur le terrain, me dire que tout est ressource, tout peut resservir finalement. Les petites branches, je vais essayer de les utiliser en paillage, les feuilles mortes aussi. Les déchets de cuisine, ça part d'abord dans la cage du lapin et après, ça fait du compost à l'extérieur ou du paillage, etc. Ensuite, des structures d'ensemble vers le détail. Quand on verra dans l'exemple suivant, l'exemple de mon écolieu, on part du climat. Par exemple, ici en France, on est en climat tempéré occidental. Ensuite, on rentre dans le climat, pour mon cas, des Yvelines et de la boucle de Seine. Puis, la topographie de mon lieu, c'est un plateau sur une colline. Et ensuite, on voit que le sol est calcaire. Et puis, on va faire rentrer tout un tas de paramètres comme la pluviométrie du lieu, l'ensoleillement, voilà, les microclimats. Là où le sol est plus acide, par exemple, près des tuyas, là où le sol est plus basique, là où il y a des chais ou les fruitiers, etc. Donc, vraiment analyser les structures d'ensemble, mais aussi le détail pour voir toute la richesse de ce microbiote. Alors ensuite, intégrer plutôt que séparer. Donc, intégrer, ça peut être valable dans notre vie de tous les jours, même moralement, hein, intégrer les obstacles plutôt que cloisonner. Donc on va reparler à nouveau des soucis qu'on peut avoir sur son terrain. Comment est-ce qu'on fait pour dépolluer un lieu? C'est une question que j'ai souvent. Un lieu qui a été pollué, souillé, où il y a eu de la peinture, par exemple, où il y a eu du fer. J'ai retrouvé un coin dans mon jardin, il devait y avoir un petit appentis, il y avait plein de clous. Alors je me dis, bon, comment je vais faire pour dépolluer ce sol au fil du temps, où une serre ou un ouvrier a malheureusement jeté un pot de peinture. Donc, comment je fais pour dépolluer cette mare, cette serre, etc. Donc, on va essayer d'intégrer et de renouveler, aggrader le lieu. Voilà. Ensuite, le petit escargot, patiemment à petite échelle, on va dire se hâter avec lenteur. On va essayer là de faire des petits pas, la politique des petits pas. Chaque année, chaque mois, essayer patiemment d'aggrader. Et ensuite, favoriser la biodiversité et valoriser les bordures. Alors ça va vraiment ensemble. On voit que plus on valorise les bordures sur son terrain, les bordures, c'est tout ce qui est les haies, près des clôtures ou les exclos. C'est le contraire d'un enclos. En fait, un exclos, c'est un enclos dans votre terrain. Dès que vous mettez un petit grillage ou un tas
ou un tas de branchages, un tas de feuilles mortes, etc. Tout ça, ça crée des bordures et c'est là que la biodiversité est la plus riche pour la faune comme pour la flore. Voilà. Alors après, je ne vais pas vous noyer dans les détails parce que ça peut être très très technique, mais on va voir que la permaculture, c'est une science assez profonde et on peut vraiment creuser les sujets. Notamment, là, je vais vous proposer d'autres lectures pour ceux qui souhaitent creuser à la fin. Voilà. Avant de passer à l'exemple de mon terrain, je vous propose de regarder ce que c'est que les 5 zones en permaculture. Alors, la zone 0, c'est son habitat. C'est là où on est tous les jours, là où on dort. La zone 1, c'est les cultures à proximité, les cultures vivrières, éventuellement le poulailler, parce qu'on doit aller ouvrir et fermer la porte tous les jours, apporter de l'eau. Ensuite, il y a la zone 2 avec d'autres cultures où on va aller moins souvent, où il y a les petits fruits, les pommes de terre, les courges, peut-être une ruche. Voilà, c'est un projet pour moi. Après, il y a la zone 3, là c'est vraiment quand on a un grand terrain, on a des cultures de céréales, un verger, peut-être des châtaignes pour avoir des féculents, du maïs. Ensuite, sur un très grand terrain, on peut avoir de l'élevage, peut-être des champignons, une petite forêt, etc. Et il y a la zone 5 très intéressante. Même sur son balcon, on peut faire une petite zone 5, c'est-à-dire une zone sauvage où l'on n'intervient jamais. Et ça, c'est primordial parce qu'en fait, sans intervention humaine, on voit que la nature s'autorégule. Et finalement, ça va créer une bordure, donc une bordure large pour le coup, pas juste une haie ou un exclos. Ça va créer une zone ressource, en fait, un poumon de biodiversité où il y a création de grandes richesses animales et végétales. Voilà. Alors, ces fameux livres. Et puis là, si vous voulez, on passe à l'exemple de mon écolieu. Alors, en banlieue parisienne, je suis arrivée là en juillet 2019. Et donc, c'est un foyer périurbain, hein, à moins de 7 km de la Défense, à 6,9 km à vol d'oiseau. Et j'ai commencé à observer ce terrain à partir de mai 2018, quand je l'ai visité pour la première fois. Et j'y suis retournée régulièrement après, pendant la phase de travaux et de rénovation de la maison. Et j'y habite depuis le mois de juillet. Alors, je vous ai mis une photo là d'une des 2 mares qui est très saine, celle-là. Elle a des nénuphars, elle a des iris, des lentilles d'eau, de la menthe, de la prêle, etc. Et on observe dans cette mare énormément de libellules et d'insectes que je ne connais pas encore. Donc ça montre bien l'ignorance qui est la mienne. Je vais avoir des années pour découvrir tout ce que cette mare a de richesse à m'apprendre. Alors, pour vous montrer un peu le lieu en macro, donc, dans le cercle ici, j'ai mis Paris intramuros. Là, on voit le bois de Boulogne. Le triangle rouge, c'est la Défense. Et donc, où ça se situe ici? Donc, c'est dans cette boucle de Seine. Donc, c'est les Yvelines. Et c'est en gros la banlieue pavillonnaire. Donc, la topographie de ce lieu, en fait, c'est une colline. Et quand on est dans la rue ici, on voit très bien le Mont Valérien. Donc, on est un peu sur une plateau et la pente commence vraiment par ici. On est en fin de plateau. Donc, le terrain est presque plat. Et il y a une centaine d'arbres dessus. La maison est là. Et une longue allée qui mène à la rue. Donc, c'est un terrain qui est zone verte. La mairie de Houille a créé beaucoup de zones vertes depuis 1 ou 2 mandatures. Ça a été assez impopulaire parce que du coup, la valeur des terrains s'est effondrée. Et donc, c'est non constructible. C'est-à-dire qu'ici, toute cette zone-là, si elle est déjà construite, on peut conserver. Par contre, on ne peut pas agrandir. Donc, ça permet de préserver des zones éponges, en fait, de ne pas faire que toute cette grande banlieue-là serait une toile cirée où tout ruisselle vers la Seine en créant des inondations massives à chaque averse. Voilà. Donc, ce qu'il y a déjà sur le terrain, c'est une maison économe en énergie. Les murs extérieurs ont été isolés. Il y a aussi un système de récupération d'eau de pluie qui est assez sommaire pour l'instant, mais qui tente à s'améliorer. Il y a un compost, même plusieurs. Il y a déjà un jardin nourricier. Alors, l'été dernier, c'était que quelques tomates, et puis cette année, ça va être un peu plus. Il y a des zones sauvages qui sont refuges pour la faune et réservoirs d'espèces végétales endémiques, notamment quelques plantes poison. Donc, il faut faire assez attention et bien éduquer les enfants à ne pas les toucher.
mais aussi des orties, enfin voilà, il y a tous les dangers, des plantes épineuses, etc. Et puis il y a beaucoup de projets à venir. Alors là, on va zoomer. Je vous ai sorti sur Géoportail tout à l'heure. Allez sur Géoportail, c'est très très intéressant. Il y a toutes les courbes de niveau, il y a la pluviométrie, il y a énormément d'informations. Géoportail, c'est une mine. Là, je vous ai mis les courbes de niveau d'une carte d'état-major de 1820. Et donc là, c'est le sommet de la colline où je me trouve, là, au bord. Et on voit bien les courbes de niveau. Et donc, on est en direction là, du Mont Valérien et la Seine serait par ici. Donc oui, c'était ces quelques bâtiments de centre-ville. Hein, c'était un village à l'époque, en 1820. Et là où je me trouve, ça devait être des vergers, certainement, et très, très peu de bâtiments isolés, peut-être des fermes. Voilà. Aujourd'hui, c'est évidemment une banlieue pavillonnaire assez dense, avec de plus en plus d'immeubles qui commencent à fleurir le long des avenues. Donc voilà le design en permaculture de ce lieu. Donc j'ai mis plusieurs paramètres. Donc déjà le nord est orienté, voilà, la boussole, vous la voyez là. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que la maison n'est pas placée sur les points cardinaux. Ça fait qu'en fait le soleil tourne autour et il y a toujours des rayons de soleil direct qui peuvent rentrer dans la maison. C'est assez intéressant, parce que même cette fenêtre-là qui semble être au nord, finalement, il y a la lumière le soir. Voilà, donc le design, c'est là l'entrée, avec déjà des cultures là, qui viennent d'être faites depuis le début du confinement. Là, il y a les 2 mares ici. Ici, il y a une autre petite zone de culture. Donc ça, ici, ça va être des haricots grimpants le long du grillage, des pieds de maïs, des framboisiers que m'a donné la voisine, des capucines aussi pour fleurir. Ici, il y a un cognacier et un pommier depuis peu, et puis quelques aromatiques. Et ici, devant la maison aussi, des aromatiques, depuis peu. Et après, c'est très boisé. Ici, il y a un très vieux figuier, beaucoup de seringas qui sentent bon en ce moment. Ici, il y a un kaki. Alors, le kaki, c'est un fruit orange qu'on trouve en novembre-décembre dans les commerces. Et son arbre, c'est le plaque minier. Ici, il y a un très gros cerisier. Là, il y a des noisetiers. Un énorme cerisier ici qui doit avoir plus de 50 ou 60 ans. Absolument énorme, couvert de lierre, d'ailleurs très beau. On a mis dessous un hamac, des balançoires, etc. Ici, il y a un grand noyer qui donne quelques noix. Alors, elles sont petites et difficiles à éplucher, donc c'est peut-être pas un noyer d'élevage, hein, c'est peut-être pas un cultivar, c'est peut-être un noyer sauvage. Et ensuite, là, il y a pas mal de thuyas le long. Il y avait 26 thuyas qui faisaient une bordure séparative avec les jardins des voisins. Ici, beaucoup de plantes fleuries, beaucoup de noisetiers dans cette zone-là, et un autre kaki. Voilà, encore des noisetiers ici, etc. Donc, ce qui s'est passé depuis 1 an à peu près, c'est que plusieurs planches de culture ont été établies ici, qui mélangent des arbres fruitiers colonnaires, c'est-à-dire qui prennent assez peu de place au sol, peu d'emprise au sol, et ils sont taillés pour pas non plus faire trop d'ombre aux cultures. Donc, quelques planches de culture avec ici des poireaux, des épinards, des salades, des choux. Ici, pas mal d'épinards aussi, et des poirées qui ressemblent un peu. Ici, il y a des fraises, des choux, de la cive. Ici, il y a des tomates, des radis, des tomates cerises aussi, des tomates cœur de bœuf. Ici, il y a des framboisiers, pruniers, mirabelliers, pêchers, nectariniers, beaucoup de framboisiers, beaucoup de groseilliers là. Et alors, depuis le début du confinement, il y a ces 3 planches de culture-là qui sont apparues, avec ici mélange de plantes de compagne, je vous les montrerai tout à l'heure, pommes de terre et haricots et petits pois, et ici fraises oignons et fraises ail. Et tout ce qui est marron, ce sont en fait des sortes d'hôtels à insectes, hein, si vous voulez, des zones sauvages où je n'interviens pas du tout. Donc, il y a du compost ici sous un grand laurier sauce, des tas de bois ici aussi, plein de tas de bois répartis. Donc, ça a été l'occasion d'observer le soir plusieurs hérissons, notamment ici et là, qui sont évidemment des amis du jardinier puisqu'ils permettent de manger une grande quantité de rampants comme les limaces et les escargots. Voilà. Et ici, depuis le début du confinement, aussi installation les week-ends d'une petite serre à semis assez rudimentaire mais bien utile. Voilà. Alors, ça c'est ce qu'on voit de la rue en fait, la maison
avec ces deux bassins, le premier, le second. Et puis des zones sauvages, on voit des plantes endémiques qui se sont installées toutes seules. Hein. Il y a beaucoup de lierre, il y a beaucoup de digital ici. Alors c'est poison, mais qu'est-ce que c'est joli. Ici, il y a un églantier aussi qui a sûrement prospéré un peu tout seul. Et là, c'est derrière la maison. Au bout d'un chemin, on arrive au jardin. Et là, je vous ai dressé la liste des arbres qui étaient là initialement à mon arrivée. Alors, ça, c'est la grande partie du jardin. Ce qui est derrière la maison, après la terrasse. Donc, il y a un point là sur les fruitiers. Je vous ai remis la liste des arbres. Certains sont là depuis longtemps, d'autres viennent d'arriver depuis moins d'un ou 2 ans. Et donc, ce que j'aime bien, moi, c'est mettre au pied des arbres des grimpants. Donc, par exemple, là, on voit qu'il y a une dizaine de vignes maintenant. Mon voisin m'en a encore donné une la semaine dernière. Il y a aussi des mûriers grimpants avec ou sans épines et d'autres petites choses grimpantes. Les passiflores, c'est grimpant, et les kiwis aussi. Voilà. Alors, dans les domars, là, on peut faire un exercice d'observation. On voit que ce sont des réservoirs de biodiversité et vous pouvez mettre un petit bassin sur un balcon, hein, sur une terrasse d'appartement aussi, et faire les mêmes observations à plus petite échelle. Ce sont des points d'eau pour le vivant. Même en ville, c'est très utile de donner à boire aux oiseaux, aux insectes, et qu'ils aient toujours un point d'eau, même en cas de sécheresse. Il y a aussi des espèces variées de plantes, des plantes aquatiques qui sont plus ou moins cultivées, hein, et beaucoup de faune. Une grande quantité de libellules, on en a des bleus, des rouges, des noirs. Des grenouilles, on en a très peu vu. Moi, j'en ai vu que 2. Quelques insectes. Il y a eu aussi l'introduction de 3 carpe-coilles en septembre et elles ont été très très peu vues depuis, donc elles sont dans cette mare-là. Et donc il y a une inquiétude, est-ce qu'elles ont été mangées par le héron qui vient de temps en temps? Mais le fait est qu'ici, il n'y a pas de larves d'insectes dans cette mare-là où il y a les 3 carpes, alors qu'ici, il n'y a pas de carpes et il y a énormément de larves d'insectes. Donc tout laisse à penser qu'elles ont dû survivre et qu'elles sont bien là. Voilà, et puis donc Nymphéa, Épilope, c'est celle-ci, c'est des fameuses petites fleurs roses qu'on voit souvent en montagne. De la prêle, qui est une médicinale, les iris qui ont fleuri jaune, je vous les ai montré tout à l'heure, du lierre, la corbeille d'argent qui est là, toute fleurie, pas mal d'algues que je ne connais pas, il faudrait que je me renseigne. Ici derrière, il y a des catalpas qui font un peu d'ombre aussi et qui feront sûrement moins monter en température les mares cet été. Pas mal d'herbes folles, hein. Je ne suis pas la pro du désherbage, hein, vous l'aurez compris, je laisse la nature s'exprimer. Les digitales, et j'ai rajouté du cresson. Après une soupe, j'avais jeté mes épluchures de cresson et en fait ça a bien poussé, donc je me dis que ça va sûrement aider à dépolluer cette mare qui a été assez souillée récemment. Voilà. Et puis de la menthe aussi, j'ai introduit la menthe aquatique. Alors là, je vous montre un exemple, c'est une planche de culture avec la technique des plantes compagnes. Donc il y a 3 rangées de 3 types de pommes de terre différentes. Ensuite, il y a des supports pour grimpants, qui sont des branches de noisetiers récupérées dans le bail. Et puis, il y a des petits pois et des haricots qui vont grimper là-dessus. Et en fait, les plantes compagnes s'entraident à mieux se développer les unes les autres en se protégeant des maladies et des envahisseurs. Ça, c'est une autre planche de culture où il y a des fraisiers et de l'ail et des oignons. Et alors, les chats venaient gratter, donc j'ai mis quelques branches de noisetiers aussi pour qu'ils arrêtent de venir déterrer. Voilà, et ça, c'est un jeune prunier quetch qui est là, toujours avec cette technique du paillage. J'ai mis quelques troncs pour préserver l'humidité. Ici, il y a de la menthe, maintenant il y a eu de la mélisse, là maintenant il y a un iris, quelques glaïeuls plantés au bord, voilà, pour attirer les pollinisateurs. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On va revenir